À nouveau, bienvenue à tout le monde sur ce nouveau webcall, ce webcall numéro 8, toujours animé avec Audrey Assema du cabinet Autentis. Donc, nous sommes dans la poursuite de cet accompagnement qualité que nous proposons au niveau du CRT. C'est vraiment un axe de travail qui est choisi, qui est identifié et sur lequel donc, on met à la fois les moyens humains et financiers. Donc, vraiment, encore une fois, merci à Audrey pour cette présence à nos côtés, pour cet accompagnement et pour ce suivi. Dans le cadre de l'actualité qualité en Occitanie, donc un rendez-vous important, vraiment un rendez-vous important qui est donc au mois de novembre, le 8-9 novembre prochain sur les convergences. Donc, en amont des convergences, il y a un jour qui est dédié pour les offices de tourisme. Donc, vous avez tous reçu le programme, mais surtout, la présence indispensable sur le 9 au matin. Le 9 au matin, un atelier qualité, vraiment un atelier qualité dans la continuité de nos webcalls. Donc, je vous invite vraiment à être présent sur site à la Grande Motte le 9 au matin. Le 9 au matin, donc un atelier plein de surprises, plein de bonnes choses, plein de bonne humeur, avec des témoignages d'offices de tourisme qui ont vécu l'audit mystère, qui ont vécu avec difficulté, avec réussite cet audit, et donc des témoignages, des clés pour optimiser ce temps-là. Et donc, on vous invite à venir sur site le 9 au matin avec Audrey sur cet atelier qualité. Voilà. Bon, c'est un petit coup de pub, mais bon, il faut bien faire ça. Toujours dans l'actualité qualité. Toujours, donc au mois de novembre, fin novembre, là on sera sur une série d'éductours. Donc vous savez comment rendre ma boutique responsable. Nous avons fait Albi, nous avons fait Saint-Cyprien et le dernier éductour ma boutique responsable se passera donc sur la Haute-Garonne, sur le village des Marques à l'office de tourisme de Nailloux. Donc là aussi, une spécificité avec un office de tourisme qui a beaucoup de produits référencés dans sa boutique, et on va vous montrer comment optimiser justement la vente de tous ces produits et surtout comment rendre ma boutique responsable en vous proposant au niveau du CRT une charte responsable. Donc là aussi, venez nombreux sur cet éductour, on vous attend le 19 novembre. Voilà. Audrey, voilà pour l'actualité qualité en Occitanie. Je te laisse la main pour nous parler ce matin de l'écoute client. Allez, bien donc c'est parti, effectivement 8e rendez-vous. On ne se quitte plus, on a notre rendez-vous du mardi matin. Je vais vous partager immédiatement l'écran. Maintenant, vous êtes fort habitués à ça, donc logiquement. Voilà, vous voyez effectivement l'écran qui montre bien que nous sommes sur le webcam numéro 8 sur l'écoute client. On va donc rentrer tout de suite dans le sujet. Hop, voilà. Donc, cette écoute client, en effet, certains d'entre vous que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir en formation, je vous ai toujours dit, n'oubliez jamais, on a une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que l'on ne parle. Et en effet, être à l'écoute de ses clients, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Savoir en fait si nos clients sont satisfaits et comment améliorer notre service pour les satisfaire, c'est quand même la priorité de toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui est intégrée dans une démarche qualité. Vous le savez tous, lorsqu'on rentre dans la démarche qualité, on rentre dans ce fameux processus dit de l'amélioration continue, et dans ce processus de l'amélioration continue, on va avoir une étape incontournable qui est de vérifier que ce que nous avons décidé de mettre en place au regard à la fois de la norme, mais aussi au regard bien évidemment de la structuration de son entreprise, est-ce qu'on a mis en place, est-ce que ça fonctionne? Et c'est vraiment là où l'écoute client prend tout son sens, parce qu'elle va nous permettre de faire cette vérification. Quand on parle aussi de l'écoute client, pensez que derrière aussi peut-être le mot client, parfois on peut aussi y voir ce qu'on appelle dans d'autres démarches qualité la notion des parties prenantes, c'est-à-dire aussi être à l'écoute de la satisfaction de nos équipes, donc du personnel de notre entreprise, mais aussi de nos professionnels sociopro du territoire de la destination, et on pourrait bien sûr aussi l'étendre à l'ensemble des élus, des techniciens avec lesquels nous sommes en interaction. Donc, cette écoute client, elle est certes centrée sur le client visiteur consommateur de vos destinations, mais on peut aussi, dans vos démarches qualité aujourd'hui, l'étendre bien évidemment à l'ensemble des parties prenantes que constitue finalement l'écosystème de l'Office de tourisme.
Si on revient un petit peu plus sur cette notion d'écoute client et qu'on se dit définissons vraiment cette écoute client. Quand on veut la définir, on nous dit quoi? Vous l'avez à l'écran, on nous dit clairement que l'écoute client, en fait, c'est vraiment le processus qui consiste à recueillir et à analyser tout ce que les clients ont à dire par rapport à une entreprise, à une marque ou éventuellement à un produit. Comme vous le voyez également sur l'écran, elle aide en fait à déterminer, et c'est un terme que vous connaissez bien, les éventuels écarts qui existent entre leurs attentes, bien sûr, et les expériences qu'ils ont réellement vécues. Cette définition, elle sert vraiment aussi à bien nous faire comprendre que toute l'entreprise, l'ensemble de l'office de tourisme peut tirer profit de cette écoute client. Que ce soit les équipes en charge, bien sûr, de la relation client. On entend là les équipes du service accueil, mais aussi les équipes qui sont en promotion communication, mais également les équipes potentielles que nous avons sur nos services commerciaux, et bien sûr en passant par les équipes dirigeantes, la direction, le président de notre entreprise, de notre office. Et c'est vraiment en travaillant ensemble que les équipes peuvent utiliser les données recueillies pour améliorer finalement ce qu'on va mettre autour du terme générique qu'on appelle l'expérience client. Voilà. Et surtout, bien sûr, lorsque toutes les étapes importantes du parcours client vont nous permettre d'améliorer le service dont ce fameux client va bénéficier. Donc, je sais bien qu'autour de cet écran, vous êtes très nombreux et très nombreuses à être convaincus de l'expérience et notamment de l'écoute client. Il faut vraiment en faire un véritable outil dans l'entreprise, un outil de performance, un outil d'amélioration. Et on va voir ensemble sur ce webcam aussi quelques préconisations pour mettre des outils performants, comment les créer et comment effectivement les utiliser. Hop, pardonnez-moi. Toujours sur l'écoute client quand même, et pour rester dans cette dynamique de à quoi ça sert, hein, n'oubliez pas vraiment que cette écoute, elle permet, de détecter aussi les débuts de problèmes avant que ça ne devienne trop grave. Ça, c'est aussi parfois quelque chose qu'on omet. En fait, on va s'apercevoir, mais trop tard, d'un dysfonctionnement, d'un écart qualité, d'une vraie insatisfaction client. Une écoute qui est bien menée, des outils qui sont à disposition du client, on va dire au bon moment, vont aussi permettre en effet de, pourquoi pas, d'identifier des problèmes avant qu'ils ne deviennent trop graves. Ça permet aussi d'évaluer les nouvelles idées ou les nouveaux produits, et je pense notamment pour les offices de tourisme au niveau des services commerciaux, lorsqu'on vend du groupe, du package, de la visite guidée, l'outil d'écoute client qu'on a mis en place va aussi voir si, en effet, le nouveau produit qu'on propose, est-ce qu'il a un écho satisfaisant ou pas à l'égard de nos clients. Bien sûr, à évaluer nos services. Et quand je dis c'est vos services, donc bien évidemment, souvenez-vous que l'écoute client, dans le cadre de votre démarche qualité, ce n'est pas que le service accueil et conseil, c'est aussi le service commercial, c'est aussi le service boutique, c'est aussi les services autour des visites guidées. Dès lors que nous sommes amenés à proposer à nos clients un service, un produit, une offre, on devrait, dans le cadre de notre démarche, être en capacité de l'évaluer et donc évaluer la satisfaction du client. Et puis, bien sûr, l'autre utilité quand même de cette écoute client, c'est de proposer aux clients des services dont ils ont vraiment besoin. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. On est parfois amené à développer des produits boutiques ou des produits groupes qui finalement vont avoir un écho peu satisfaisant au sens même du chiffre d'affaires, tout simplement parce que peut-être qu'au moment où on a écouté le client, on n'a pas posé les bonnes questions pour collecter les bonnes informations. J'entends par là que nous avons décidé de mettre tel ou tel produit en place, c'était peut-être pas le besoin de votre client. Donc l'outil, il peut aussi servir à ça. Et de fait, j'espère que vous l'entendez, ça veut dire aussi que l'outil, il n'est pas figé et que vous avez donc toute légitimité à pouvoir, si vous le souhaitez, faire varier aussi l'outil en fonction du besoin de l'entreprise, du besoin de retour et de l'attente que vous avez. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, de vraiment se dire que ce n'est pas juste ce questionnaire qui dit qu'on est à 98% tous performants, c'est aussi un outil qui permet vraiment de progresser, de nous améliorer. Enfin, quand même, un petit rappel important. Alors, j'ai trouvé cette donnée, alors elle date, c'est une donnée qui date de 2017, alors on pourrait dire qu'elle est relativement vieille, mais je la trouve quand même très intéressante parce qu'il y a eu des études qui ont montré en fait que les consommateurs français passent en moyenne, moi j'ai trouvé que c'était très important, 2h25 par an au téléphone
Donc, dans le cadre, bien sûr, de porter réclamation. Quand on appelle l'opérateur, les services, pour dire qu'on n'est pas content, pour réclamer, c'est quand même une moyenne de 2h25 par an, d'accord, au téléphone. Et c'est une moyenne également de plus de 10 emails envoyés au titre de réclamation au service client des entreprises que le consommateur fréquente. Donc, alors, qui dit 2h25 dit aussi qu'il y a des gens qui ne réclament jamais, hein, et des gens qui réclament beaucoup. Mais ça montre que quand même le principe même de la réclamation, c'est, en tout cas chez nous, consommateurs français, une action que nous sommes en capacité de mener et de prendre du temps pour le faire. Et comme vous le voyez, il est quand même aussi important de noter que pour chaque client qui fait part d'un problème, pour chaque client qui réclame, nous ne devons pas aussi oublier que 26 ne s'expriment pas, d'accord, ou ne s'expriment simplement pas. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est que pour un client qui réclame, 26 gardent le silence. Et on pourrait rajouter si rien n'est fait pour le solliciter. Et donc, en effet, aussi avoir au sein de son office de tourisme et sur l'ensemble de ses services un outil d'écoute client, c'est aussi encourager le visiteur, le client de ma destination, à exprimer s'il est satisfait ou à l'inverse, s'il est insatisfait des services ou des produits qui lui sont proposés. Parce qu'un client qui ne réclame pas, c'est un client qui est perdu. Donc, à nous aussi de faire en sorte que nos outils en interne d'écoute client favorisent, encouragent le client à s'exprimer sur sa satisfaction parce que plus on aura de retours et plus on aura les moyens d'agir pour apporter des solutions, apporter des nouvelles offres ou tout simplement apporter des offres qui correspondent vraiment aux besoins de son client. Être dans cette dynamique d'écoute client, c'est vraiment encourager et favoriser l'expression du client, hein, c'est vraiment l'inviter à s'exprimer. Rentrons un petit peu plus maintenant dans l'écoute client au niveau de votre démarche qualité. Vous le savez, au niveau des critères qualité tourisme, l'écoute client est obligatoire. Véronique faisait état tout à l'heure de ces fameux critères qui parfois peuvent porter quelques difficultés. Souvenez-vous qu'il y a certains des critères qui sont formulés dans votre grille qui sont obligatoires. Concrètement, si on ne peut y répondre lors de l'audit complet ou lors de l'audit client mystère, alors malheureusement, et même si on a un taux de 90%, ça vient effectivement à l'encontre de l'obtention de votre marque. La rubrique aujourd'hui que l'on identifie, c'est ce qu'on appelle le suivi de la qualité et la fidélisation du client. Et le premier pôle, le premier chapitre que l'on a, c'est ce qui concerne le suivi de la réputation, donc principalement TripAdvisor, Google My Business. Je vous rappelle quand même, je vous ai mis Facebook dans les pictos, mais il est quand même clairement mentionné dans les fameuses petites bulles d'interprétation que Facebook n'est pas à proprement parler un site d'avis, mais plutôt un réseau social. Il est donc quand même préconisé et recommandé à l'ensemble des offices de tourisme de disposer de 2 sites d'avis et si possible, bien sûr, que parmi ces 2 sites d'avis, ce ne soit pas Facebook. Je vous ai bien sûr positionné les 4 critères clés que l'on a sur ce chapitre-là. Le fait qu'effectivement, on prend connaissance des avis sur 2 sites, qu'on a revendiqué au moins sur 2 sites d'avis en ligne. Et je suis persuadée que parmi vous, certains ont également suivi le dernier webcall qui parlait justement des écarts récurrents. Je vous rappelle que dans les écarts récurrents, c'est soyez vigilants. Parfois, vos clients créent des pages pour vous au nom de votre structure, au nom de votre destination. Et lorsqu'on fait notre audit client mystère, entre autres, mais ça peut aussi être dans le cadre de l'audit complet, on va trouver des pages qui existent mais qui ne sont pas revendiquées par l'office. Donc, il faut que soit vous, soit les personnes en charge de la gestion de la réputation au sein de l'office fassent quand même un peu de veille pour vérifier ce qui se passe sur la toile. Bien sûr, vous devez exercer votre droit de réponse et bien sûr que la réponse apportée à l'office de tourisme soit constructive. Et pour juste étayer ce petit propos sur le fait qu'on doit apporter une réponse constructive, je vous propose de lire un avis, alors qui n'est pas sur un office de tourisme, qui est sur un établissement de restauration, mais que je trouve quand même assez exceptionnel. Donc, vous voyez, Brandon a écrit à cet établissement en disant que
1 heure pour prendre la commande, le déjeuner arrive froid, j'ai dû me lever pour payer l'addition, on ne m'a jamais demandé pour le dessert, prix trop élevé pour tout ça. Et le propriétaire donc a répondu très rapidement en lui répondant gentiment, c'est la haute saison, vous êtes en vacances, on se détend Brandon. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en effet, sachez que cette réponse ne rentre pas dans le cadre de la réponse dite constructive, hein, d'accord, mais ça peut effectivement être ce type de réponse que l'on voit aussi parfois sur certaines destinations. Il n'y a pas très longtemps, on a vu également Monsieur le maire qui a répondu sur une page TripAdvisor d'un office de tourisme, et c'était également un peu dans ce sens très ironique vis-à-vis du client. Donc, soyez quand même attentifs, c'est aussi quand même l'image de votre entreprise, office de tourisme, c'est aussi l'image bien sûr de votre destination. Autre critère qualité touriste, toujours dans le suivi de la qualité de la fidélisation du client, nous avons bien sûr tout ce qui concerne le suivi de la satisfaction. Je vous ai mis quelques petits pictos ici, le questionnaire, la plateforme, les QR codes, les smileys. Je vous rappelle, voilà, ici, le suivi de la satisfaction, que quand même, et avant tout, n'oubliez pas que l'outil mis en place, vous devez impérativement avoir au moins un outil de recueil de la satisfaction au sein de l'office de tourisme. Il est bien dit que ça peut ne pas être un questionnaire de satisfaction au sens strict du terme papier, bien sûr, mais que l'outil mis en place doit permettre de mesurer la satisfaction du client. Donc, dans la notion quand même de mesure, soyons bien d'accord ensemble que parfois les sites d'avis, en tout cas si on n'a qu'un seul site d'avis, ça ne sera pas évalué comme satisfaisant au regard de la norme, ça sera effectivement trop identifié comme un outil plus qualitatif que quantitatif. Là-dessus, je vous laisse effectivement voir ce que vous avez comme outil. On va venir un petit peu sur des préconisations par rapport à ça. Toujours au niveau du suivi qualité, on a aussi tout ce qui concerne le suivi des réclamations. Donc pareil, des critères obligatoires. Par rapport à ce point sur le suivi des réclamations, j'attire moi surtout votre attention sur le critère numéro 104 qui dit que l'office accuse réception des réclamations dans un délai de 72 heures et répond dans un minimum de 15 jours. Donc, soyez bien conscients ou conscientes que cela ne veut pas dire que vous êtes toujours obligé d'envoyer un accusé réception, mais bien d'un premier niveau de réponse sous 72 heures. C'est-à-dire que si dans les 72 heures, vous êtes en capacité d'apporter déjà la réponse ou un premier niveau de réponse à votre client, notamment dans le cadre de vos procédures avec les socioprofessionnels, ce sera effectivement évalué de manière satisfaisante. Donc, pensez surtout à bien rédiger votre procédure pour que ce soit bien clair entre la réclamation qui arrive et qui va évaluer de manière insatisfaisante les services de l'office de tourisme et les services, bien sûr, externes pouvant être les services plutôt municipaux, communaux ou tout simplement vers les socioprofessionnels. Mais là, ça, c'est un point aussi sur lequel vous devez être attentif, ce suivi des réclamations. Si on passe un peu sur la partie plus qu'on va appeler les préconisations, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, parlons quand même du questionnaire de satisfaction. Créer un questionnaire de satisfaction, c'est ce que je vous ai mis à l'écrit, doit répondre à un double objectif. 1. Intéresser les répondants afin d'obtenir un taux de réponse intéressant. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Beaucoup d'offices me disent, mais ils ne répondent pas. Peut-être devons-nous aussi nous poser la question sur le contenu de notre questionnaire. Et 2, c'est aussi apporter des informations pertinentes pour nous entreprises, nous office de tourisme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous souhaitons avoir comme retour, quelles sont les informations que nous souhaitons obtenir de la part du client pour pouvoir nous améliorer. Soignez la construction de votre enquête de satisfaction et intégrer les bonnes questions, je dirais aussi au bon moment, représente donc quand même les étapes qui sont essentielles. Il y a eu un temps, et que vous avez, je pense, pour beaucoup d'entre vous connu, où le questionnaire de satisfaction pour les offices de tourisme marque qualité tourisme avait des questions dites obligatoires. En ce temps-là, c'était nécessaire. Beaucoup d'offices n'avaient pas encore mis en place ce type d'outil d'écoute client, donc ça permet d'avoir quand même un cadre un peu dirigé pour cette première mise en place. Aujourd'hui, en effet, ce n'est plus obligatoire d'utiliser ces questions.
finalement, vous êtes très libre par rapport à cet outil d'écoute client, vous êtes très libre par rapport à la constitution de votre questionnaire. Donc, prenez cette liberté pour en faire un outil d'écoute client performant. Et pensez bien justement à qu'est-ce qui va intéresser mes clients et surtout qu'est-ce que je veux savoir afin de pouvoir bâtir vos questionnaires d'une manière pertinente. Et puis, bien sûr, pensez bien à créer des questionnaires différents selon si c'est effectivement des questions en lien avec la boutique, avec le service groupe ou le service commercial, les visites guidées ou bien sûr si c'est pour évaluer un événementiel ou bien sûr le service accueil. Si vous souhaitez créer un questionnaire de satisfaction, moi je vous propose 4 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est partir des réponses attendues pour formuler vos questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lors de la mise en place d'un questionnaire de satisfaction, on va parfois être tenté, voilà, avec ses équipes, de faire un brainstorming, d'aller tous autour du tableau et de dresser un peu la liste des questions que l'on va poser en fait à ses clients. Alors qu'en fait, ce qu'on devrait plutôt faire, la meilleure solution finalement, ça consiste à faire l'inverse et à réfléchir dans un premier temps finalement aux réponses que l'on souhaite obtenir. C'est-à-dire, par exemple, nous savons, parce que les clients l'ont dit, parce que les équipes accueil ont fait remonter ça, que les clients souhaitent la mise en place d'une nouvelle boutique ou que nos clients souhaitent attendre moins longtemps parce que c'est aussi des choses qui sont attendues et formulées par les clients. Eh bien, le questionnaire, il va nous aider à venir valider ça. Donc, on va plutôt utiliser ces réponses pour définir l'objectif réel du questionnaire avant de commencer finalement à rédiger nos questions. On va être ainsi en mesure de les formuler de manière à ce qu'elles puissent réellement faire valider ou au contraire annuler nos affirmations. Et du coup, le questionnaire sera beaucoup plus orienté pour vous. Deuxième bonne pratique, c'est proposer le bon type de questionnaire au bon moment. Vous entendez par là le bon type au bon moment. Comprenez donc qu'il est possible aussi au sein de votre office de tourisme de disposer de plusieurs questionnaires à des temps différents. Là-dedans, par exemple, on va avoir les questions à choix multiples, questions à échelle de notation, questions ouvertes. Laquelle va être la plus utile en fait et surtout à quel moment. N'oubliez pas que les questions ouvertes sont toujours à utiliser avec parcimonie dans un questionnaire, bien sûr. Ce sont des questions en fait qui demandent un effort à votre client. Parce qu'en effet, et vous le savez par rapport à l'exploration de la demande du client, quand on pose une question ouverte, on oblige notre interlocuteur, notre client à réfléchir à la réponse qu'il va formuler. Aussi, c'est vrai que le fait que ça leur demande un effort important, on est plus susceptible effectivement d'avoir un résultat qui est un abandon à la rédaction de notre questionnaire plutôt que l'inverse. Malgré tout, ces questions ouvertes peuvent quand même s'avérer plutôt nécessaires, bien sûr, mais voilà, soyez-y attentifs à ne pas les utiliser trop souvent. Les questions à choix multiples, par contre, elles sont plutôt une excellente solution lorsque vous souhaitez permettre au client de sélectionner un ou plusieurs éléments dans votre liste de réponses possibles. Veillez toutefois à toujours proposer une réponse qui est « ne sait pas » ou « ne se prononce pas », d'accord, ou « non concerné ». Ce qui permettra effectivement au client, si la situation se présente, de ne pas se frustrer à ne pas savoir quoi répondre, mais directement pouvoir noter cet élément-là. Donc, soyez là aussi attentifs à la manière dont vous allez rédiger votre questionnaire et le système de notation, il va avoir toute son importance. On peut aussi avoir une question, par exemple, sur une question, c'est « recommanderiez-vous nos services ?» Plutôt que d'avoir « oui » ou « non », on pourrait plutôt avoir une échelle de notation avec des réponses allant de 1 à 10 pour réellement avoir une mesure du taux de recommandation qui serait effectivement entre pas du tout qui serait 1 et 10 au contraire qui serait excellent. Et ça va vraiment obliger votre client là aussi à porter la note la plus adaptée. Ensuite, bien sûr, travaillez la formulation de vos questions. On en a un petit peu parlé dans le 1. Assurez-vous de formuler les questions de manière à ce que chaque client en ait exactement la même compréhension. Une question formulée de type « Fréquentez-vous régulièrement nos bureaux d'information ?»
peut être interprété différemment d'un client à un autre. Peut-être est-il préférable de le reformuler différemment. On pourrait par exemple le formuler qui serait « à quelle fréquence fréquentez-vous nos services ?» Et auquel cas, avec une série de réponses, on va faciliter la compréhension du client pour que la réponse devienne de fait plus rapide pour lui. Enfin, quatrième bonne pratique pour votre questionnaire, c'est attention à la longueur du questionnaire, mais ça, je sais que beaucoup d'entre vous en sont déjà bien conscients. Hein. Faites un vrai travail de sélection des réponses attendues, hein, et effectuez effectivement en amont, vraiment pour travailler en amont pour éliminer ce qu'on va appeler des questions superflues. Hein. Plus le questionnaire va être long, moins on va avoir de répondants. Il faut donc en effet avoir quand même un questionnaire. On dit quand même qu'en général, il ne doit pas y avoir plus de 10 questions pour que le client aille vers une réponse du questionnaire. Sachant que même certains offices font même 5 ou 6 questions et que c'est tout à fait satisfaisant là aussi. Donc, ça, c'est plus pour créer un questionnaire qui est adapté. Rappelez-vous aussi cette mention au bon moment. Cela veut également dire que je pourrais avoir des questionnaires différents, pourquoi pas en fonction de ma saisonnalité, en fonction de ma typologie. Je pourrais avoir des questionnaires qui sont extrêmement précis par rapport à une offre ou à un service. L'idée, en tout cas, du questionnaire, c'est que l'enquête me permette d'identifier si ça convient, est-ce que je réponds à l'attente et dans le cas contraire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. En parlant de questionnaire, quand même, je ne peux dans mes préconisations que vous encourager aussi à aller vers le questionnaire qui est déjà existant. Il présente certains avantages, il peut pour certains aussi présenter certains inconvénients. Hein. L'inconvénient principal de ce questionnaire, ben justement, c'est que vous n'êtes pas maître des questions posées, bien sûr. Par contre, il a quand même cet avantage, c'est d'exister, d'être déjà informatisé et surtout déjà, et vous le voyez à l'écran, d'avoir déjà un principe de traitement de la demande. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pertinent pour celles et ceux qui l'utilisent. Hein. C'est vrai qu'en plus, vous avez un positionnement par rapport à une filière nationale, un positionnement par rapport à votre filière régionale. Donc, ça, ce sont vraiment des outils de mesure qui sont très intéressants pour vous, à la fois dans votre analyse interne, mais aussi lorsque vous produisez vos rapports d'activité en fin d'année, pour pouvoir mettre en avant la satisfaction de vos clients, certes au regard de votre entreprise, mais aussi sur le territoire plus élargi, au regard de toute une profession qui est la profession des offices de tourisme. Et puis, l'autre élément intéressant, vous le voyez sur Nathalie Jonner, on peut également récupérer le questionnaire du client, récupérer sa donnée, hein, bien sûr conforme RGPD, pour pouvoir, si sa satisfaction était, était négative, donc insatisfaite, pardon, vous pourriez même lui apporter une réponse. Dernier élément quand même sur lequel je voulais faire un point, c'était quand même le QR code. QR code qui peut justement pour l'ensemble des questionnaires que vous êtes amenés à créer, à être quand même un outil super intéressant. On le croyait rangé au rayon des souvenirs, il faut quand même l'avouer. Mais voilà que une petite bête est arrivée qui s'appelle la Covid et qui a finalement offert une toute nouvelle jeunesse à ce QR code. Hein. Alors vraiment où le sans contact est fortement apprécié, l'utilisation du QR code et l'acceptation de cette technologie par les Français n'a jamais été aussi élevée. Ça, c'est vraiment un élément qu'on a pu constater. Hein. Pour petit rappel, le QR code, il est né en fait au Japon dans les années 90. Donc, il n'est pas tout jeune. Hein. En fait, il a été développé par la filiale de Toyota. Et pour celles qui travaillent dans la qualité depuis longtemps, vous savez que Toyota était aussi un précurseur en démarche qualité. Hein. C'était aussi eux qui avaient été un peu à l'initiative de tout ça. Et en fait, ils avaient créé le QR code pour assurer la traçabilité des pièces et des véhicules. Ça leur permettait de les flasher, de les scanner, et du coup, ils pouvaient suivre la traçabilité, le cheminement de celle-ci. Et puis, cette technologie, en fait, elle est rentrée un petit peu plus dans l'utilisation au quotidien, et notamment dans les années 2010. Hein. C'était facile, c'était rapide à créer, à utiliser. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu, à partir de 2010, on a commencé à mettre le QR code, mais finalement, on s'était aperçu que le client n'était pas super fan. Les outils que nous avions, notamment nos smartphones, n'étaient pas toujours adaptés. Nous devions télécharger des logiciels spécifiques. Bref, ce fameux QR code était un peu tombé dans l'oubli, mais c'est vrai que depuis mars 2020, et notamment principalement depuis l'été 2020,
il a quand même connu un bond important, et notamment grâce aux restaurateurs qui ont mis les QR codes directement pour l'accès aux cartes. Et ça, c'est quand même plutôt bien développé. Pour la petite histoire, QR code, ça veut dire quick response, réponse rapide. Donc, c'est vraiment, ça montre ça. Donc, là aussi, c'est plus pour dire que l'écoute client via un QR code, ce n'est pas une nouveauté, certes, mais par contre, ça n'a jamais été autant démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, l'effort demandé aux clients, avant, c'était très important par rapport au QR code. Aujourd'hui, une grande majorité de vos clients l'utilisent. Donc, là aussi, facilitez-vous votre gestion de l'écoute client, transformez l'outil dans un outil numérique, qu'il soit via la plateforme où vous avez déjà le QR code créé, soit via d'autres outils de traitement des questionnaires ou des enquêtes de satisfaction en ligne, et diffusez à vos clients le fameux QR code. En tout cas, quel que soit le questionnaire ou l'enquête de satisfaction que vous allez choisir, pensez surtout à bien informer les clients. Je vous montre ici deux exemples aussi d'office de tourisme. On a ici l'office de tourisme de Valoris Golfe-Juan qui avait créé donc sur l'été dernier. Donc en fait, ce sont des marque-pages qu'ils ont fait avec une œuvre en fait qu'ils ont d'un artiste, pardonnez-moi, local, voilà, et dans lequel ils ont intégré le QR code de la plateforme Qualité Tourisme d'un côté, et de l'autre côté, on a le QR code pour le TripAdvisor directement. Et donc, lorsque le client était présent physiquement à l'office de tourisme, et est présent d'ailleurs parce qu'il continue à le mener, et ben à la fin de l'entretien, il remettait au client le marque-page et incitait le client à scanner le QR code. Ils ont eu énormément de retours, ils en sont très satisfaits, ça a très bien fonctionné. À côté, vous avez un bout de plan. Je n'ai fait bien sûr qu'une capture d'une partie du plan. Vous pouvez le lire, c'est l'Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence qui, eux, ont décidé de mettre directement le QR code sur le plan, en fait, du village, pour inciter là aussi le client et les conseillères en séjour, lorsqu'elles présentaient le plan, c'est principalement un des outils documentaires qu'ils utilisent le plus avec les clients en face à face, et bien lorsqu'elles l'ouvraient, elles pouvaient également pointer du doigt et inciter le client à répondre bien sûr à ce questionnaire en ligne. Quoi qu'il en soit, quand même, par rapport à cette écoute client, n'oubliez pas qu'une sollicitation orale est souvent bien plus incitative qu'un affichage. Vous savez bien sûr que dans le cadre de votre marque, vous avez obligation de communiquer, d'informer le client. Donc, beaucoup d'entre vous ont mis en place des affichages pour pouvoir donner l'information. Voilà, maintenant, vous le comprenez, cet outil d'écoute client, il est essentiel dans votre démarche qualité. Sans savoir ce que pense notre client, on va quand même avoir parfois des difficultés à progresser, on va avoir du mal à s'améliorer, à définir les axes vers lesquels on doit tendre. Donc, plus on va collecter de retours d'un questionnaire qu'on a préalablement aussi construit par rapport à nos attentes et aux attentes de nos clients, et plus on pourra être effectivement dans une bonne dynamique d'amélioration continue. Mais par contre, ça passe aussi souvent par un travail de sollicitation orale. Si on ne le dit pas à son client, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Hier après-midi, j'étais avec l'Office de tourisme métropolitain de Nice, avec les équipes accueil. Et eux, en fait, ils ont fait faire des cartes de visite qu'ils remettent aux clients. Et sur ces cartes de visite, ils incitent leurs clients, eux, à aller sur Google My Business. Il y a un office qui m'a fait état qu'en l'espace de 1 mois de distribution de cette fameuse carte Google My Business, ils avaient augmenté déjà de 2 centièmes leur taux, en fait, les étoiles de satisfaction. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais malgré tout, c'est quand même important. Et surtout qu'ils avaient multiplié par 3 la fréquentation de leur Google My Business. C'est-à-dire que vraiment, le fait que les collaboratrices proposent spontanément la petite carte de visite et expliquent rapidement aux clients qu'ils laissent leur avis avait vraiment permis tout simplement de collecter plus de retours. L'autre point qu'ils m'ont également communiqué que je trouve intéressant, c'est que tout comme vous, ils sont dans une démarche qualité, donc ils sont très attentifs à mettre en place aussi une exploration, une reformulation, un élargissement, c'est-à-dire à vraiment être dans leur rôle de conseiller en séjour.
et dans les retours écrits sur Google My Business, c'est beaucoup ressorti. C'est-à-dire que les clients ont souvent fait état de leur satisfaction en disant qu'ils avaient apprécié qu'on leur ait proposé autre chose, qu'ils avaient identifié des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et ça, la manager, la directrice, en fait, en était vraiment satisfaite parce qu'elle m'a dit « ça, c'est un point de satisfaction, mais qui va vraiment me servir dans le cadre de la motivation de mes équipes. » Donc, c'est-à-dire que vraiment, plus on va solliciter le client à s'exprimer, plus on va avoir des retours pour pouvoir toujours progresser. Pour conclure sur le questionnaire, pensez aussi qu'il existe d'autres types d'outils. Certains d'entre vous, d'ailleurs, peut-être l'ont. On a les fameuses bornes smiley. Je n'ai pas mis la photo là, mais je pense que vous voyez tout ce que c'est, qui est très intéressant parce que c'est effectivement une mesure de la satisfaction du client. Après, c'est une mesure assez réduite parce que souvent, c'est une ou deux questions. Donc, c'est un outil qui est intéressant dès lors qu'on le couple avec des outils qualitatifs et qu'on arrive, bien sûr, à faire une synthèse de l'ensemble des retours de nos clients. Je voulais également vous parler quand même des réclamations. Pour quand même ensemble faire un point sur les 6 étapes clés pour une réponse aussi satisfaisante par rapport à vos réclamations, parce que répondre finalement à une réclamation, c'est quand même une manière efficace, de manière, pardonnez-moi, efficace, ça constitue quand même pour vous une belle occasion soit de renouer le lien avec un client qui aurait été déçu par vos services ou les services de la destination, et puis quand même de conserver cette relation client. Donc, c'est vrai qu'on doit aussi être attentif. Et finalement, un peu de traiter, comme on dit dans les règles de l'art, bien répondre à une réclamation peut même s'avérer un bon levier de fidélisation de votre client. Donc ça, c'est quand même important, qui à la base est un client mécontent. À l'oral comme à l'écrit, bien sûr, il est d'abord nécessaire de prendre conscience une fois de plus des attentes du client. Est-ce qu'il nous a écrit? Est-ce qu'il a réclamé parce qu'il a un besoin de considération? Parce qu'il a, c'est une réactivité, il veut une réponse, il veut des excuses. Potentiellement, il veut un remboursement. Ça peut arriver aussi le cas échéant. Et aussi, une fois qu'on identifie, qu'on prend conscience de ce besoin-là, on va pouvoir apporter une réponse satisfaisante. La première étape clé, bien sûr, c'est de réagir vite, mais sans précipitation quand même. Traiter au plus vite les réclamations, éviter aussi les phénomènes d'amplification chez le client qui se sent énervé ou de ressentiment. Par contre, soyez aussi conscient que cette réactivité ne doit pas empêcher de se donner le temps d'une analyse un peu sereine. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la teneur de votre réclamation et votre critère qualité, 72 heures pour l'accusé réception, 15 jours pour y répondre, va bien dans ce sens-là. Informer le client du délai probable de l'analyse, si besoin d'une analyse, sera une chose tout à fait positive. Bien sûr, ensuite, si on manifeste sa prise en compte, c'est-à-dire nous avons pris en compte votre réclamation ou votre mécontentement dû, même si ça peut paraître basique, cette phrase est essentielle parce qu'elle consiste en fait à bâtir de manière immédiate la relation future sur de bonnes bases. Finalement, elle permet d'engager un véritable travail avec votre client. Enfin, un point important et très important aujourd'hui, c'est admettre les sentiments du client, c'est-à-dire avoir quand même de l'empathie. C'est faire preuve de cette empathie, un peu d'humanité, évoquer les sentiments légitimes du client comme la colère, le doute, la lassitude face à des dysfonctionnements qu'il a constatés, permet aussi, pareil, à terme de bâtir une relation plutôt sereine avec le client. N'oubliez pas que chacun voit midi à sa porte et que les cartes du monde sont bien différentes entre chacun d'entre nous. Il est donc aussi utile, lorsqu'on répond aux réclamations, de changer de point de vue et se mettre à la place du client. Et ensuite, bien sûr, on va voir de manière très, très objective pour pouvoir lui apporter réponse. Mais il nous arrive souvent, quand on voit certaines réclamations, de juger un peu rapidement le client. Soyez attentifs à ça, c'est prenez le recul, empathie et prise de recul vont être essentielles. Bien sûr, la 4e étape, c'est expliquer. Dans l'explication, il va y avoir ce temps de reformulation. Il faut faire part des choses, il faut que vous sépariez l'important, l'urgent du reste. La reformulation est le meilleur outil pour pouvoir expliquer. Il s'agit de se mettre d'accord sur ce que l'on doit traiter avec le client et donc autant que vous l'exprimez de manière claire et que ce soit clairement défini par rapport à lui. La 5e étape, c'est informer le client plus que se justifier.
C'est vrai qu'à tous les stades de la démarche, depuis la réception jusqu'au suivi de vos actions correctives et de cette réclamation, il faut apporter toujours la juste information, sans être à la fois défensif, rester serein, rester aussi, comme on dit, adulte, c'est-à-dire dans un raisonnement comment dire, objectif. C'est rompre avec toute attitude qui pourrait être un peu trop réactive, un peu trop agressive. Et c'est vraiment là où vous allez pouvoir informer le client finalement de ce qui va se passer sans forcément tendre toujours à justifier l'action ou dire le fameux pourquoi ça s'est passé. Et puis bien sûr, la dernière étape, c'est finalement rebâtir la relation, c'est-à-dire on devrait toujours conclure notre réclamation ainsi, parce que le plus important, c'est quand même de regagner la confiance de votre client et quand même de préserver la relation future, la relation qu'il aura avec soit les services directs de l'office, soit l'ensemble des services proposés sur la destination. Cela est d'autant plus facile que le client a le sentiment en plus que sa réclamation a eu un réel impact sur la destination, le prestataire ou votre hôte, en fonction de la formulation que vous aurez faite. Il faut donc lui apporter une fois de plus toute information sur les suites données en interne ou en externe. Pourquoi pas une évolution de vos process, une réorganisation, une modification. Bref, le client il doit être considéré comme un partenaire vigilant qui vous aide à progresser. Rédiger votre réponse aux réclamations selon ces 6 étapes clés va vraiment vous permettre de bâtir une relation ou du moins de rebâtir cette relation avec le client et donc regagner la confiance du client sur la destination. Parlons maintenant de la partie des avis au niveau préconisation. Alors, je vous mets, bien sûr, les réputations, c'est un véritable facteur de réussite. C'est vrai que les sites d'opinion ont vraiment remplacé ce qu'on appelait avant le bouche à oreille. Les avis laissés par nos clients, par vos clients, ils sont visibles par tous. Et c'est pourquoi ils nécessitent vraiment une attention particulière. Considérés comme du bouche à oreille en ligne, les avis ont un impact important sur le choix des consommateurs. Donc, répondre aux commentaires, finalement, c'est aussi un bon moyen pour vous de monitorer un peu l'image de votre établissement. Il est donc vraiment nécessaire d'appréhender les avis de la bonne façon pour tirer profit finalement de toutes les critiques laissées par les internautes. Là aussi, 5 recommandations pour répondre aux avis négatifs. Première préconisation, s'il vous plaît, restez calme. C'est vrai que parfois, il est facile de se sentir un peu en colère ou d'être sur la défensive lorsqu'un client nous laisse une mauvaise critique. Mais n'oublions pas que notre réputation en ligne est plus importante que de prouver qui a raison ou qui a tort. Là, je fais écho à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Brandon. Ce n'était pas la bonne réponse. Là, en gros, on était en train de dire au client qu'il a tort. Ça ne va pas apporter finalement, cet échange ne va apporter rien ni à Brandon, ni aux autres internautes qui potentiellement vont voir le commentaire. Qu'importe ce que dit le client dans son commentaire, ne dites pas forcément que le problème vient de lui, ça c'est vraiment important. Donc, restez calme, prenez là aussi du recul et plutôt montrez que votre entreprise est à l'écoute et répond de manière appropriée à l'ensemble des commentaires. C'est ainsi qu'on va créer finalement un sentiment de confiance qui touche à la fois l'auteur du commentaire négatif, mais bien sûr aussi l'ensemble des clients potentiels qui vont visiter les sites d'avis. En deuxième point, c'est répondre rapidement. Il est vrai que dans votre référentiel qualité tourisme, il n'y a pas vraiment de temps défini qui dit en combien de temps on doit apporter la réponse. Les études demandent quand même sur un avis, une réponse sous 24 heures, c'est quand même le temps idéal. C'est vrai que dans la plupart des cas, les clients ils veulent non seulement que le problème soit résolu, mais ils veulent aussi quand même voir comment est-ce que vous avez géré finalement la situation. Si on ne répond pas suffisamment vite, c'est-à-dire si on attend une semaine ou plus, finalement, c'est une certaine forme de préoccupation qu'on exprime. Le sentiment négatif du client presque s'envenime et il ira à dire ils n'en ont rien à faire, ils ne répondent pas, ils ne prennent pas le temps de répondre. Donc, voyez aussi en interne pour répondre relativement vite à vos clients. Un autre point important dans les avis négatifs, c'est remercier le client. Oui, on va le remercier d'avoir pris le temps de partager son expérience avec nous. Et cela même si, en effet, l'avis est négatif. Ça, pareil, ça va favoriser la relation. Ensuite, on personnalise la réponse. C'est vrai que là, essayez autant que possible de reprendre ou de réutiliser le pseudo du déposant de l'avis dans la formule de salutation
c'est quand même bien pour montrer vraiment que c'est à lui qu'on s'adresse. Vous le savez, cette personnalisation dans tous les actes de contact, de relation client, c'est important. Ensuite, soignez la forme, structurez bien vos réponses, faites des phrases complètes et si possible, bien sûr, sans faute d'orthographe. Et puis, on va varier aussi le vocabulaire choisi en fait pour répondre aux différents avis. Alors, quand je dis varier le vocabulaire choisi, c'est de dire que soyez attention à ce que la réponse ne fasse pas réponse type, donc très impersonnelle. C'est quelque chose de peu apprécié par les internautes que de voir une réponse toujours à peu près similaire. Variez vos réponses. Cela ne vous empêche pas d'avoir des cadres déjà plus ou moins rédigés, mais faites quand même en sorte de varier le vocabulaire pour répondre aux différents avis. Et puis le dernier point, c'est important, c'est signer la réponse avec votre nom, votre fonction dans l'entreprise pour humaniser la gestion de votre relation client. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, vous avez effectivement... d'ailleurs, j'avais mis 5 recommandations, mais finalement, vous voyez, je me suis emballée, je vous en ai mis 7. J'ai bien fait de vous dire de ne pas faire de faute d'orthographe quand moi-même, de 5, je passe à 7. Mais en attendant, ces 7 sont quand même importantes et je vous encourage vraiment à les appliquer. Et puis quand même, pour conclure sur les avis, je vous encourage aussi à répondre aux avis clients positifs. Certes, c'est préconisé dans le cadre de votre marque. On vous recommande de le faire, mais vous le savez qu'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, vous n'en êtes pas pour autant pénalisé. Par contre, d'un point de vue de l'écoute client, d'un point de vue de la relation client, répondre à ces avis a quand même là aussi un impact important dans votre réputation. Entrer, comme je vous l'ai dit, dans le dialogue avec les clients satisfaits est un moyen simple aussi de développer, la fidéliser, de cultiver finalement un solide réseau que j'appelle des ambassadeurs. Parce que c'est vraiment ça en plus sur les destinations, c'est-à-dire que le client qui a posté un avis positif, quelque part le remercier pour son avis, lui faire part d'un message également sympathique à l'égard de son retour, va encore plus créer de l'engouement chez lui autour de votre destination et donc encore plus le fidéliser et en faire un vrai ambassadeur de votre destination. Donc, privilégiez aussi les réponses aux avis clients positifs. Audrey, une question dans le fil des questions. Donc, la gestion de la réclamation avec le prestataire concerné par la réclamation. Oui. Donc, peut-être avoir un peu plus de précision par rapport à cette question. C'est Emmanuel du Gers qui nous pose cette question. Oui, parce que là, c'est comment est-ce qu'on gère la relation, la réclamation avec le prestataire ou est-ce que c'est jusqu'où on suit peut-être à préciser. Elle est en train de l'écrire, j'imagine, Emmanuel. Oui, elle nous met oui. Ah, oui. C'est vrai que par rapport au prestataire, dans le cadre de la gestion des réclamations, on est toujours un peu ennuyé en office de tourisme puisque on se dit on ne peut pas prendre parti ni pour le client ni pour le prestataire. Voilà, on est un peu entre deux, difficile une fois de plus de dire qui a tort ou qui a raison. Donc, beaucoup d'offices de tourisme prennent le parti de travailler en fait en 2 temps. Le premier temps, c'est en effet, j'envoie un courrier à mon client lui indiquant que sa réclamation a été prise en compte, que nous l'adressons au prestataire. On lui explique aussi le suivi que l'on va y apporter. Ça, c'est important. Hein. Dites bien que vous allez suivre cette réclamation auprès du prestataire. Et donc, bien sûr, on fait un courrier au prestataire en lui joignant la copie et en demandant en général au prestataire de bien vouloir nous faire part de la réponse qu'il va faire directement au client. On peut en effet s'en arrêter là. Maintenant, dans un principe qualité, on vous préconise quand même d'aller plus loin et d'avoir quand même un principe de suivi. Et au moins d'appliquer dans votre procédure, à minima, une relance. On devrait au moins avoir un principe de relancer au moins une fois le prestataire si dans les délais que nous lui avons fixés, nous n'avons pas eu retour de sa réponse. Et pour conclure, Emmanuel, si le prestataire ne répond pas, à vous quand même d'apporter un courrier au client lui indiquant que malgré votre relance auprès du prestataire, celui-ci n'a pas encore rédigé ou réalisé de courrier, donc dire ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'office de tourisme? C'est en faire état lors de votre groupe qualité de destination, peut-être pour définir comment demain
encourager les professionnels du territoire à répondre aux réclamations, c'est déclencher une visite de contrôle si c'est un meublé pour vérifier la conformité de l'établissement. En fait, c'est vraiment ça qui va apporter à votre client une sorte de contentement parce que la réclamation est vraiment prise en compte. Si on s'arrête juste au transfert au prestataire et puis qu'on se dit maintenant c'est le prestataire qui s'en débrouille et qui doit répondre, c'est vrai qu'il va quand même manquer dans la prise en considération du client une étape forte, c'est lui dire au final qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas Emmanuel si c'est bon pour vous, si vous avez une autre question, je vais peut-être regarder en effet. Parfait, parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Écoutez. Donc, impeccable. Je conclue sur les 5 petites recommandations pour les avis positifs et bien entendu, je répondrai à toutes les questions. Donc, la première, quand même, c'est toujours remercier le client d'avoir pris le temps de vous évaluer. Hein, pensez-y, ça c'est aussi un point qui est important. Hein. Après tout, le client, lui, il a pris du temps pour vous faire un compliment. C'est un minimum de lui apporter quand même une réponse. Et puis, c'est quand même une preuve que vous prenez en compte les clients satisfaits et que vous ferez toujours mieux pour les satisfaire. En profitez aussi, bien évidemment, pour travailler votre visibilité en ligne. N'oubliez pas que les avis clients peuvent avoir un impact très, très fort sur la visibilité de toutes les entreprises ou de toutes les destinations en ligne. Les contenus qui sont générés directement par les internets sont appréciés par les moteurs de recherche. Donc, les avis clients, en fait, font partie de ce qu'on dit, c'est qu'ils font partie des 5 facteurs principaux qui influencent le positionnement d'un site sur les moteurs de recherche. Donc, plus je vais répondre à mes avis en ligne positifs, au plus également je remonte dans les moteurs de recherche, donc forcément j'ai plus de visibilité sur la toile. En 3, c'est bien sûr aussi, pensez-y, ça c'est encourager la recommandation. Il a pris du temps pour nous donner un avis positif, on lui répond, ça nous permet plus de visibilité. N'hésitez pas à lui dire, voilà, de l'encourager à recommander. Merci pour votre avis très positif. Nous sommes ravis que nos services aient été à la hauteur de vos espérances. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Pour générer vraiment cette recommandation, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Transférez aussi, ça c'est important, les compliments à votre équipe et le faire savoir aux clients. Lorsqu'un client, par exemple, et ça arrive dans les offices de tourisme, qu'il nomme, par exemple, la personne qui les a accueillis, qui les a pris en charge, pensez là aussi, voilà, à le dire, quoi de plus motivant pour vos équipes que les paroles positives et les compliments de vos clients. Donc, là aussi, formulez-le à vos équipes et dites-le à votre client. Dites-lui qu'en effet, merci pour votre avis et le compliment sera adressé à Géraldine, notre collaboratrice de l'accueil. Ça va en effet là aussi valoriser à la fois le client mais aussi votre équipe. Hop. Donc ça aussi c'est quelque chose dont il faut penser. Le dernier point quand même que je voulais voir avec vous aussi par rapport à cette notion d'écoute client, quand même et avant tout, c'est que pour que tout ce système fonctionne correctement, n'oubliez pas de sensibiliser vos équipes. L'implication de tous les collaborateurs dans la démarche d'amélioration de l'expérience client, c'est un facteur clé du succès. Le focus client doit être sincère et partagé à tous les niveaux de l'entreprise. Je sais que vous le savez, mais ça, pour moi, c'était important de le repositionner et de vous rappeler que pour sensibiliser, motiver tout le monde à prendre part à cette démarche, il faut, rassurer les collaborateurs qui sont sur le terrain. Le système d'écoute client ne doit pas être perçu ou vécu comme un outil de flicage. Il a vocation d'accompagner l'ensemble de vos équipes, l'ensemble de vos offices dans la progression. Il a pour objectif à développer les compétences des collaborateurs, à améliorer les expériences du client pour être toujours plus près de leurs attentes. Donc, là aussi, rassurez bien vos équipes par rapport à ça. Ensuite, soyez clairs sur le rôle de chacun. Précisez qui doit répondre aux insatisfactions. Est-ce qu'ils ont des libertés pour pouvoir améliorer l'expérience client? Trouvez là aussi bien qui fait quoi et à quoi ça sert. Et puis surtout, faites preuve de transparence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les résultats, il faut aussi être en capacité de les communiquer. Et de communiquer non pas le résultat brut, c'est-à-dire le taux, le chiffre, mais aussi d'y apporter cette analyse qui va valoriser le taux. Si demain on a 90% de satisfaction, derrière, qu'est-ce qui ressort? Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir avoir plein d'outils d'écoute client que vous allez pouvoir complètement connecter, interconnecter entre de la mesure un peu brute,
Donc, c'est-à-dire vraiment un chiffre et puis à côté de la partie très qualitative avec des éléments, des verbatims qui vont ressortir. Donc, faites preuve de transparence et communiquez aussi à vos équipes finalement le résultat de leurs propres efforts terrain parce que c'est eux qui vont encourager et favoriser le client à répondre à ces outils que vous avez mis en place. Donc, pour conclure, l'écoute client, c'est vraiment, je vous l'ai dit en début, pour moi, l'élément central de votre démarche de qualité. On peut tout mettre en place, on peut faire plein de choses, on peut écrire de belles procédures, on peut être bien organisé, mais si au final, on n'est pas en train de faire la vérification si ça correspond, si ça répond aux attentes de nos clients, bah finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je sais bien que le questionnaire a beaucoup été critiqué, qu'il a été peu diffusé, qu'on trouvait qu'il n'avait pas toujours de l'intérêt. Mais j'ai envie de dire, libérez-vous. Aujourd'hui, ce nouveau format de démarche depuis quelques années vous offre vraiment aussi une liberté d'action. Vous avez certains outils à développer. Trouvez ce qui correspondent le mieux à votre destination, à vos clientèles et faites en sorte de collecter un maximum de données pour rester dans l'action de progression. J'espère vous avoir apporté des clés ou des idées, pourquoi pas. Et puis maintenant, et bien évidemment, je vous propose, si vous avez des questions, à vous les apporter. Je suis just on time, mais bien sûr, je reste encore avec vous. En tout cas, merci Audrey pour tous ces éléments que tu viens de nous communiquer autour de cette écoute client. Comme je le dis vraiment sur toutes les animations que je propose au niveau donc, de l'Occitanie, les critères d'écoute client par rapport au référentiel, je l'ai dit en propos introductif, il faut vraiment avoir une plus grande vigilance pour effectivement valider tous ces critères-là. Donc, dans ton déroulé, tu nous as apporté vraiment des solutions et vraiment, j'invite donc tous les participants à relire, à revoir tout ce que tu nous as précisé. Écoute, moi, c'est vraiment très, très favorable et j'espère donc continuer dans cette démarche de progrès. Je regarde sur le fil, on n'a pas de questions, donc on est dans le temps. Il est 10h30 précise. Pile. On se retrouve donc dans un mois maintenant, à peu près, sur le prochain webcall qui sera sur comment valoriser les pros, c'est ça hein sensibiliser les pros à la marque qualité pro. À la marque qualité, voilà. Et ensuite, donc, on aura encore un au mois de décembre sur la boutique. Voilà, donc vraiment, merci Audrey. On